Mes meilleurs voeux à vous tous qui êtes branchés sur le reflet de Kinshasa. En tout cas, bonne année, bienvenue dans ce nouveau numéro qui est le tout premier numéro de votre émission 45 minutes pour convaincre pour cette année 2022. Alors sur ce plateau, je reçois pour vous monsieur Amissi Adolphe Amissi, qui est administrateur à la CADECO, mais également vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, parti présidentiel. Bienvenue et mes meilleurs voeux à vous, Adolphe Amissi. Merci beaucoup, M. Mvumbi. Réciproque aussi, mes meilleurs voeux à vous et à toute l'équipe qui nous accompagne. Même si la présentation, bien entendu, nous sommes administrateurs à la CADECO, mais la CADECO n'a pas honoré M. Amissi la fin de l'année. Je ne suis pas vraiment trop fier de cette présentation, mais j'assume. Ah, ça signifie quoi tout ça? Bon, il y a eu un dysfonctionnement, comme vous le savez, à la fin de l'année. Nous avons le devoir de festoyer avec nos familles. Et pour festoyer, il faut avoir le moyen. Mais malheureusement, cette entreprise a mis à l'écart, n'est-ce pas, les administrateurs que nous sommes. Bon, on a tiré toutes les conséquences possibles. Voilà, on en parlera avec beaucoup plus de détails. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est la nouvelle année, on s'approche vers la fin du mandat. Et vous avez choisi de changer de look parce que je vous reçois ici toujours sans Mouniéré. Aujourd'hui, vous êtes à Mouniéré. Pourquoi? Un message? Il faut savoir que moi, j'ai une référence politique. Et la référence politique des Amissi, c'est Etienne Tshisekedi Wamulumba. Comme vous le savez, l'accoutrement de Tshisekedi, on portait toujours cette casquette. Et c'est ce qui justifie la sagesse, la détermination. Et il nous a légué, et nous savons quand et comment on peut porter ça. On ne porte pas le Mouniéré vaïque. Mais quand on porte le Mounière, il y a un message clair, un message de la détermination, un message de la conviction et un message de vouloir mieux faire. Déjà, le compte à rebours a commencé, hein? Ça commence quand même à faire peur, à faire bouillonner le cœur, parce qu'on ne sait pas, les élections, rien n'est gagné d'avance. Ça fait parfois peur, un peu de stress. Est-ce qu'on va rester au pouvoir? Est-ce qu'on va quitter le pouvoir? Comment vous envisagez l'approche de 2023? Non, pas du tout. Nous sommes le fruit de la démocratie. La démocratie nous exige qu'aussitôt entrer en fonction, il faut déjà penser à la remise et reprise ou à la sortie. Et nous, d'ailleurs, comme vous le savez, le mandat du chef de l'État est de 5 ans renouvelable une seule fois. Et bien entendu, avec toutes les réalisations constatées aujourd'hui, même si nous pouvons avoir des prophètes de malheur qui ne veulent pas voir la réalité en face, mais je vous dis que beaucoup a été fait et on continue à faire. Donc pas de tension, pas de crise cardiaque, on est bien en place. Pas du tout, ce n'est pas un vieux singe qu'on peut apprendre l'écrimage. Le vieux singe est toujours là en train d'observer comment les gens sont en train de répercuter les enseignements et nous y pensons que nous sommes bien sur place. Adolphe Amissi, commençons par cette tournée, en tout cas, du chef de l'État dans le Grand Kasaï. Depuis le 24 décembre, si je ne m'abuse pas, il est en tournée, 5 provinces au total, dans le milieu du Grand Kasaï, c'est-à-dire la province du Kasaï, province du Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami et Sankourou. Si on prend la forme, déjà les chefs de l'État en pré-campagne, ou alors c'est une réponse à tous ceux qui disent que le chef de l'État ne fait que voyager à l'étranger. Bon, c'est l'occasion d'aller aussi à l'intérieur du pays. Merci pour la question. Premièrement, je profite de l'occasion pour souhaiter mes meilleurs vœux au premier des Congolais, qui est son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et le président de leur président. Deuxièmement, je présente mes vœux de meilleurs à Jean-Marc Kabound, celui qui gère le parti, et à Augustin Kabouya, qui gère le parti au quotidien, et à tous les combattants et surtout les responsables de toutes les structures de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Je présente mes vœux à vous et pour citer le vœu à tous les Congolais qui ont eu le temps de nous suivre tout au long de cette année 2020 qui vient de s'achever. 2021. Maintenant, nous avons affronté 2022 et aujourd'hui nous sommes très honorés. La première émission, la première 45 minutes pour convaincre de KIN 24, nous avons été portés à l'honneur, nous y sommes, et merci beaucoup, monsieur. Comment, pas de meilleurs vœux aux opposants? Je n'ai pas écouté les noms de Fayoulou, je n'ai pas écouté les noms de Mouzito. Pas de meilleurs vœux pour eux? On souhaite les meilleurs vœux à des personnalités chères
Moi, je pense que j'ai présenté les meilleurs vœux à tous les Congolais. Les personnes dont vous faites allusion font partie de cette population congolaise. Et donc, j'avais déjà présenté mes meilleurs vœux à tout le monde. Voilà, c'est entendu. Alors, entrons maintenant dans le fond. Le chef de l'État arrive, il a commencé par Mbujimaï. Selon vous, s'il faut faire un peu, il faut un peu prendre l'aperçu général de cette visite-là. Qu'est-ce que l'on peut dire? Pourquoi le chef de l'État a fait cette partie du pays? Je préfère commencer par la première question parce qu'ici, je sens que je suis dans la deuxième question, mais je réponds à la première question. Allez-y. Vous avez fait mention de toutes les provinces qu'a effectué le président de la République, les 5 provinces du Kasaï, et vous avez demandé si seulement aussi le président était déjà en pré-campagne. Voilà. Je tiens à vous rassurer que le président de la République était dans une communication directe avec son peuple. Comme vous le savez, ceux qui l'ont élu, c'est le peuple congolais. Bien sûr, le président a des collaborateurs qui lui donnent les rapports de toutes les provinces de la République. Mais c'est important, en tant que le premier de nous qui sommes congolais, de pouvoir palper la réalité de toutes les provinces. Dans cet exercice, le président a préféré se rendre au Kasaï, comme il a fait aussi au Kivu, en passant par Goma, Beni, Butembo, au Isha et le reste. Il a fait Ituri, Bunia, et puis nous sommes allés jusqu'à Djougou avec le président de la République. Et la deuxième visite, pas la deuxième, parce qu'il était aussi au Katanga, il a fait Kasumbalesa, il a fait Sakanya et le reste. Le président de la République a fait aussi Kisangani, vers Tchopo. Mais je crois que ça peut être la 6e visite du chef de l'État dans les provinces. Et voilà, ce n'était pas dans mais cette fois-là, aux allures d'une campagne électorale, avec de masses, de foules, avec des messages, je ne sais pas comment vous avez apprécié. Là, il faut comprendre qu'il y a eu la complicité d'un chef avec son peuple. La foule ne peut qu'être là, justement, pour accompagner cette visite du président de la République. C'est ce qui a été fait. Alors, dire pré-campagne, non. Il devait expliquer la population sur le contexte politique de notre pays. On était dans Cash, il y avait FCC Cash. Après FCC Cash, il y a l'Union Sacrée. Il devait donner des motivations, c'est ce qu'il a fait. Et à cela, personnellement, je comprends que le Congo a un président qui considère son peuple, qui veut mettre la population au centre, n'est-ce pas, de toute activité politique. Et c'était ça l'exercice du chef de l'État pour dire à cette population de ce coin que voilà, nous étions dans les FCC Cash, ça n'a pas marché. Nous avons fait appel aux dignes fils de comprendre les enjeux et de venir construire la République démocratique du Congo. C'est pourquoi d'ailleurs, vous voyez tout autour de moi des gens qui ont été de l'autre côté, mais ils ont accepté de servir la République autrement. Et à cela, le président de la République était cohérent. Ce n'est pas la pré-campagne, mais c'était une communication directe entre l'autorité et son peuple. Alors, finalement, parce que vous avez parlé d'Étienne Tshisekedi, parlons-en. Il va se rendre à Mupompa, dans le territoire de Kabeyaka-Mwanga, pour finalement lever le deuil. Donc, les deuil d'Étienne Tshisekedi continuait, se poursuivait de l'autre côté. Bon, je ne sais pas moi si c'est lui qui est allé lever le deuil. Le président de la République était en visite d'État, chez lui, chez eux. C'est son village. Est-ce qu'on peut l'interdire de pouvoir visiter les parents, les arrière-parents, de voir aussi son village, visiter? Je ne pense pas. Dans la Constitution, nulle part. Il n'y a aucun article dans la Constitution qui interdit à un chef de l'État de ne pas visiter son village. C'était un exercice, il a profité justement du timing accordé pour cette province et de faire un tour pour visiter aussi son village. Aujourd'hui, nous devons être très contents parce que nous avons un président qu'on connaît chez eux, on connaît son village, on connaît ses arrière-parents, il a même ses amis qu'il a retrouvés. Voilà, il y a une identité, il y a une source. Mais c'est quoi ce système? C'est un peu du musée Laurent Désiré Kabila où on arrive quelque part, on donne la parole à la population, chacun s'exprime. C'est des nouveautés? Ce n'est pas une nouveauté, c'est une manière de bien gérer.
d'être en complicité. Tshisekedi nous disait toujours dans la cogestion. La cogestion, c'est-à-dire les dirigeants et les dirigés, vous gérez ensemble. La vraie information réside à cette population-là. La vraie information ne réside pas dans vos conseillers, dans tous ceux qui nous entourent, dans tous ceux qui sont comme des collaborateurs. Souvent, ils viennent avec des approches qui sont peut-être appréciables à eux, mais pas la réalité du terrain. Mais la population va vous dire ce qu'elle ressent, ce qui est vrai et ce qu'il faut faire. À partir de cette population, vous pouvez avoir une bonne décision justement orientée pour le bonheur de cette population. Alors finalement, c'est ce qu'il a fait. Finalement, lui-même peint un tableau sombre de la situation de l'intérieur du pays. Bon, mais le chef de l'État ne peut pas se plaindre, il connaît, il a des informations tous les jours. Comment sera-t-il surpris, par exemple, de l'état des infrastructures, de tout ce qui se passe à l'intérieur du pays? Bon, il ne peut que le faire. Vous savez, le président de la République a des collaborateurs à qui il reçoit justement des informations de ce point. Il a aussi des exécutants, les gens qui sont censés, les entreprises censées exécuter le programme ou le projet à ce coin-là. Mais malheureusement, ce qu'il a palpé, ça lui a laissé perplexe pour ne pas comprendre vraiment peut-être le niveau ou la compréhension qu'il avait. Lui-même d'ailleurs, sa Jeep s'est embourbée avec des routes impossibles, impraticables. Non, il faut maintenant là, il faut dissocier les choses parce qu'on nous a dit qu'il y avait deux routes. Hein? Mais la route où on a mené le président, ce n'était pas la route prévue pour qu'il arrive à Kabila. Oui. Bien entendu, parfois le malheur est bon. Nous avons deux routes. Cette route-là aussi, là où le président s'est embourbé dans la boue, ça pouvait être aussi arrangé et que ça soit bénéfique pour cette population qui réside dans cette tronçon. Mais il savait que cette route-là n'était pas bonne. Non, le président ne sait pas. Il ne sait pas. C'était aussi pour la première fois pour qu'il palpe aussi la réalité de ces coins-là et d'en en tirer toutes les conséquences possibles. Chers journalistes, comme vous le savez, le président de la République, il est le mieux informé. Mais parfois, les mieux informés, on peut avoir aussi les mensonges. Dans le mieux informé, il y a les mensonges. Mais bien entendu, étant donné qu'il était lui-même sur le terrain, il a papé la réalité. S'il faut donner une solution idoine par rapport aux problématiques qu'il a constatées, je crois que ça sera une solution appropriée par rapport à la réalité qu'il a rencontrée en face. Alors, allons-y dans le fond. Déjà, à partir, si on prend l'étape de Chikapa, par exemple, la population a relevé ces dossiers RAM que les Quinois ont toujours, dont les Quinois ont toujours parlé ici. Bon, le président semblait ignorer. Hein? Il n'a pas semblé ignorer. Le président respecte chaque institution. Je crois qu'il revient au gouvernement. Parce que souvent, nous chargeons le président de la République. C'est lui qui a la politique nationale du pays. C'est le gouvernement, ce n'est pas le président de la République. Ça revient au gouvernement de pouvoir retirer carrément cette taxe. Ça, il faut qu'on se le dise. Je crois qu'on a essayé un peu de scripter sur le rubrique retenu, n'est-ce pas, dans le budget. Nulle part, RAM a été mentionné. Et je crois que le COFIN, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, ont souhaité que cela soit carrément supprimé. Et nous, en tant que peuple, nous adhérons à ça. Comment on peut avoir une rémunération qui ne figure dans aucune contribution? Parce qu'il y a un problème. Le gouvernement de la République. Le RAM, le ministre de tutelle, qui est le ministre des PTNTIC, ce n'est pas lui qui contrôle la gestion de ces rames qui est contrôlée par un service de la présidence. Ça peut être de l'échappatoire, mais je pense, à ce qui concerne la nouvelle technologie, émane justement de la responsabilité du ministre. Quand on commence à réfuter ses responsabilités, ça frise de l'irresponsabilité. Il est important de tirer toutes les conséquences possibles. Nous n'avons pas besoin de la gestion opaque. Nous avons besoin d'une gestion rationnelle, une gestion claire, connue de tous. Pourquoi on peut cacher? RAM sert à quoi? Nous tous, nous sommes victimes de RAM. Mais cet argent est affecté pour quel besoin de la population? Parce que moi, je suis de cette école qui dit le peuple d'abord. Maintenant, RAM contribue quoi à la vie de la population congolaise? Ça, le ministre ne peut pas échapper. Il ne revient pas au président de la République. Peut-être les gens y posent par ignorance
Parce qu'ils sentent que non, il est l'autorité suprême, il peut prendre la décision. Mais nous ne sommes pas dans la dictature. Nous sommes dans un État où chaque institution doit jouer son rôle. Et à cela, le gouvernement de la République est tenu responsable de pouvoir éclairer la lanterne et pourquoi pas de pas élaguer une fois pour toutes cette taxe. Qui n'est pas Alors, deux grands dossiers au niveau d'abord de Mbujimaï, du Kasaï oriental, avec le dossier MIBA, qui semble être un dossier compliqué parce que tous les gouvernements qui se sont succédés ont essayé de relancer la MIBA. Ça semble que les choses ne marchent pas telles que voulues, mais aussi il y a la chute de l'autre côté au niveau du Kasaï central pour produire de l'électricité. Est-ce que ces deux grands dossiers, c'est possible que Fachi puisse résoudre ces dossiers? Mais il va résoudre, il est le président de la République, cher ami, on ne peut pas avoir de doute. Souvent, quand il demandait des informations à ce qui concerne Katende ou à ce qui concerne la MIBA, souvent, on n'a pas mis à sa table peut-être des vraies versions. Aujourd'hui, lui-même a palpé la réalité de ce chute de Katende et de la MIBA. Je crois qu'il y aura une solution palliative. MIBA nécessite l'affectation de moyens pour la relance. Vous savez, il y a la vétusté des instruments qui produisent le diamant. Il faut renouveler, n'est-ce pas, l'usine. Il faut qu'il y ait un partenariat. Oui, il faut qu'il y ait un partenariat. Et à cela, ça nécessite le moyen. À ce qui concerne le Katende, je crois que ça a été exécuté à 62%. Là aussi, il y a des gens animés de mauvaise foi. Les matériels sont arrivés jusqu'à Lubumbashi. Selon les informations, il y a même certains matériels qui ont été brûlés. Parce qu'on dit que non, si la chute de Katende produisait de l'électricité, les Katanga pouvaient avoir une baisse. Non, ce n'est pas normal. Ce qui est important, il faut qu'il y ait un développement général. Et le développement aussi dépend de l'énergie, des infrastructures. Tout ça, ça va de pair. Il y a les Tchilé-Gelou dans des villes, mais je ne sais pas moi, dans des villages où parcourir le kilomètre qu'on a vu le chef de l'État effectuer. Est-ce que l'argent de Tchilé-Gelou était aussi de là? Nous allons parler tout à l'heure, avant d'y arriver. Parlons quelque chose de forme. Il arrive à Sankourou. Normalement, le chef-lieu, c'est Lusambo. Et curieusement, le chef de l'État choisit bien d'atterrir par Lodja. Et cela a créé quand même de polémiques parce qu'il y a eu des déclarations de certains jeunes ou certaines associations de Lusambo qui estiment que c'est là où se trouve le chef-lieu, le siège des institutions provinciales. C'est là où on devait recevoir le chef de l'État. Mais apparemment, les politiques proches de l'Odja ont influé pour que le chef de l'État atterrisse par l'Odja. Mais bien entendu, c'est toujours les Sankourou. Ils pouvaient même atterrir à Katakokombe. C'est toujours les Sankourou. Nous, les jeunes, nous ne pouvons pas toujours accepter d'être manipulés par les gens. Le président de la République, c'est lui qui fait le choix. Parce que quand vous dites que je pars à Kinshasa et vous descendez à Maluku, c'est toujours Kinshasa. Les gens vont se déplacer jusqu'à Kinshasa. Est-ce que ces gens-là ne se sont pas déplacés? Ils se sont déplacés. Même si dans des conditions difficiles, j'ai suivi certaines déclarations d'une maman, de deux mamans et de gens. Vous allez constater que non, ce n'est pas une situation morose. Mais si on veut vraiment inspecter l'histoire, vous allez comprendre qu'il y a quand même des grandes personnalités qui ont assumé de lourdes fonctions dans ces pays, qui n'ont rien foutu là-bas à Lodja. C'est pas pour avoir, il n'y a pas de route. Vraiment, la misère est lisible. Mais ils étaient là. Heureusement, il y a certains d'entre eux qui ont été hués, que la population ne voulait même pas voir. Nous devons éviter ça. Nous devons être des modèles. Quand on quitte, que vous soyez une référence. C'est un vœu. C'est un vœu. Tshisekedi nous a donné la notion de l'honneur. Lui, il a refusé des millions. S'il voulait les millions, il pouvait en avoir. Mais il nous a montré comment nous pouvons nous battre pour demeurer résistants et compter sur nos efforts. Pas compter sur les efforts des autres. Qui peut construire la République démocratique du Congo plus que les Congolais que nous sommes? Personne. Tous ceux qui peuvent venir et nous démontrer le beau-yeux, mais je vous dis, ils sont là pour quelques intérêts. Mais s'ils attirent, n'est-ce pas, les intérêts qu'ils ont besoin, ils vont partir et ils vont nous laisser le Congo. Mais à cela, nous devons avoir notre conscience tranquille
de comprendre que nous sommes les seuls à construire ce pays. Les régimes passés avec ce que nous avons vu à l'autre, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ils étaient des ministres, des directeurs des cabinets de M. Kabila, ils étaient tout. Mais voilà ce que nous avons vu. C'est pas beau à voir. Bien entendu, c'est une interpellation. Le vœu de la jeunesse, ils doivent comprendre que Sankourou, c'est en général. Il n'y a pas un Sankourou mié et Sankourou pas. Mais la situation est la même partout, ce n'est pas seulement à Sankourou, que ce soit dans le reste du Grand Kasaï, ouais. C'est la même situation presque partout. En tout cas, il n'existe pas d'infrastructure, il n'y a même pas, d'ailleurs, même de problèmes d'ordre social. On a fait voir même des petits-enfants qui avaient des difficultés même pour se vêtir. Moi-même, je suis allé à Tchilenge, je suis allé juste proche de Ngandajika. J'ai vu comment les gens vivent là-bas. Ce sont des grandes souffrances, même pour avoir une petite culotte pour vêtir son fils, c'est compliqué. Bon, je crois que cette situation, ce n'est pas important qu'on la maintienne sur place. C'est une situation qui date. Les Grands Kasaï, c'est une province qui a subi les affres des régimes. Je ne sais pas ce régime qui a voulu qu'il y ait le décollage des Kasaï ou de la province du Kasaï dans ce pays. En commençant par Mobutu, Kabila le père et Kabila le fils. C'est une province qu'il fallait disparaître parce que c'est l'origine, c'est une province d'origine d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Mais aujourd'hui, c'est lui qui préside aux destinées de la République démocratique du Congo, c'est le fils d'Étienne Tshisekedi. Et il était important, pas de lui, n'est-ce pas, de pouvoir palper toute la réalité et de comprendre qu'il faut donner un tonus. Tous ceux qui auront de responsabilités pour faire un travail, pour faire l'impulsion de la vision du président de la République, ils doivent avoir la dose de l'humanisme et de comprendre que non, cette province a beaucoup souffert, il faut de l'amour, il faut de l'abnégation. Alors vous avez suivi, vous êtes en train de suivre des analystes qui ne cessent de critiquer un peu. Encore des promesses, le chef de l'État devait donner des solutions aux Kassaïens, mais encore un chapelet de bonnes intentions. C'est la mauvaise foi, la malhonnêteté politique. Quand les gens disent des promesses, est-ce qu'ils peuvent nous dire quelles sont les promesses qui ont été dites par le président de la République et que ce n'est pas réalisé? Le président vous a promis dans ces pays, aussitôt président de la République, il va fermer les cachots. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons les cachots de l'ANER? Je dis non. Aussitôt élu président de la République, les prix de billets d'avion vont baisser. Ce n'est pas une réalité, c'est une réalité. Aussitôt élu président de la République, la gratuité de l'enseignement. C'était une promesse quand il fut candidat. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Nos enfants de l'école primaire sont en train de vivre la gratuité de l'enseignement. Si je suis élu président de la République, le prix des passeports, parce que nous sommes le seul pays où les passeports coûtent trop cher. Mais aujourd'hui, les passeports, c'est à $90. C'était où? C'est à $250. C'était une promesse, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Le chef de l'État a dit qu'il allait réhabiliter les Nikim. C'est une réalité. Ce n'est pas encore une promesse. Et désormais, aujourd'hui, les universitaires vont recevoir d'ici là leur bis on vient de déterminer à décorer, qu'on va redistribuer distribué dans les universités. C'était une promesse, mais aujourd'hui c'est une réalité. Mais quand les gens disent que le président promet, mais est-ce qu'ils ont quand même l'honnêteté intellectuelle de reconnaître les réalisations des promesses du chef de l'État? Avant de réaliser, il faut promettre. C'est par rapport à ces promesses qu'on va dire non, il avait promis ça. Mais c'est à vous de montrer au peuple toutes ces réalisations. Mais je suis en train de dire à notre peuple, et notre peuple sait. On avait seulement une usine de traitement d'eau ici à Kinshasa, mais aujourd'hui nous en aurons combien? 3. Si vous allez vers la route Pompage, Nzela Amaï, une grande usine. Là-bas, à Maya Valley, une usine, et Lembaïm, une usine. C'est juste pour voir comment on va servir en desserte d'eau l'ensemble de notre peuple. Les courants des Zongo, qui est arrivé déjà à Kinshasa, on est en train de construire l'usine par laquelle on va recevoir, n'est-ce pas, cette tension avant la distribution pour l'intérêt de la population. Ça, il faut le reconnaître. Et bien entendu, quand vous dites
que ces œuvres ne sont pas connues, sont connues. Mais il y a des officiels qui mettent les moyens justement pour mettre à mal les réalisations sous l'impulsion du chef de l'État. Mais alors, nous sommes là et on dira toujours. Le projet Tchilé-Gelou au niveau du Kasaï était quand même porteur d'espoir. Mais sur terrain, en tout cas, le chef de l'État a palpé autre chose. Nous sommes dans une réalité, nous sommes dans un état de droit. Le déplacement du chef de l'État, vraiment c'était voulu. Lui-même, il sait combien d'argent qu'on a affecté pour Tchilé-Gelou. Maintenant, l'entreprise qui devait réaliser, n'est-ce pas, la construction des ouvrages là-bas, quel a été le timing? Parce qu'il y a une mission de contrôle. Cette entreprise devait effectuer combien de mois pour qu'il y ait la visibilité de toutes les actions? Ça, nous devons nous demander. Parler, c'est bien, mais nous devons comprendre. Les temps, c'était comment? Est-ce que l'argent affecté est arrivé? Il y a les outils? Est-ce qu'il y a vraiment la possibilité de pouvoir réaliser le projet tant voulu par le président de la République? Chez moi, en Nguiringiri, moi je suis derrière les Tchilé-Gelou de Nguiringiri. Parce que j'ai plaidé chez le président de la République, il a accepté. Nous avons presque 6 km, en ajoutant sur les 2 km sur Sayo, que nous sommes derrière en train de suivre. Mais on est en train déjà de mettre le bitume au niveau des Assoussa. C'est des Makanza. Ça, je suis passé par là, devant la commune, j'ai vu. Ouais, c'est des Makanza. Ils ont dépassé déjà Sayo, ils sont vers 24 et on est en train... Mais on n'a pas encore commencé le bitume, hein, c'est juste non, on est en train d'arranger. On est en train d'une mise en forme, donc ils sont en train de construire la route parce qu'il y a des couches. Mais bien entendu, là aussi ça évolue normalement. Avec ABC sur Sayo, nous sommes en train de suivre ces dossiers. Mais le problème, puisque vous êtes en train de suivre, parlons-en. Parce que ce qui tue souvent les routes, surtout dans la ville de Kinshasa, ce sont ce qu'on appelle les rigoles. Apparemment, si on ne tient pas compte de tout ça, eh bien, une route peut être construite après quelques mois, cette route va être abîmée. Parce qu'il y a des rigoles de tous bords. Mais à Makanza, ils se sont limités à ça. Quand je passe à Makanza, croisement Birmanie et Makanza, en tout cas, les eaux sont toujours là. Et puis on ne s'occupe pas de ces caniveaux-là. Oui. Nous avons parlé avec l'ingénieur. Il a dit qu'ils vont voir à quelle mesure pour pallier par rapport à cette problématique. Ils sont encore à la phase de la construction et nous devons être patients. Bien entendu, on peut faire tout commentaire si seulement si on nous remettait l'ouvrage. Mais l'ouvrage n'est pas encore entre nos mains pour essayer un peu de donner notre approche ou notre critique par rapport au travail fait. Mais bien entendu, nous sommes encore dans le chantier, ayons les crédits et acceptons que ça va se faire selon les règles de l'art. Alors d'ailleurs, un autre projet de construction des écoles qui a suscité des polémiques entre le député national, l'ancien gouverneur Ngoïka Sanji et le conseiller, l'homme à multiples notes techniques par jour, c'est lui qui est en tout cas, il est très présent dans les médias. Comment on l'appelle encore? Monsieur Marcelin Biyumba, voilà, c'est comme ça on l'appelle. En tout cas, là aussi, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Les conseillers du chef de l'État, souvent, sont en train de se faire remarquer. Normalement, les conseillers devaient travailler dans l'ombre du chef de l'État. Parfois, ils prennent la vedette plus que même le ministre du secteur. Est-ce que le chef de l'État a-t-il eu un problème de casting ou alors c'est un excès des ailes au niveau des conseillers? Personnellement, ce n'est pas le moment d'apporter notre jugement. Comme vous le savez, un député a fait son travail, Ngoïka Sanji. C'est un travail reconnu d'un député, les contrôles. Il est aussi important que devant nous, nous devons avoir des pièces de conviction pour apporter notre approche par rapport à ce qui s'est fait à Mbujima. Il y a un modèle, l'école construite par le président Jean-Marc Kabond, qui a coûté 350 000 $. Il y a une autre école qui est en train d'être construite au Kasaï à 3 600 000 $. Il y a quand même une différence fois 10. Il
fois 10. C'est une super école, une école intelligente, des bâtiments intelligents, ou c'est quelle école qui doit coûter 3 millions de dollars? On dit que c'est une école de référence. Une complexe. Donc, complexe, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y aura. Les détails, là, je n'en ai pas. Mais bien entendu, 3 500 000, c'est quand même un montant colossal. Hein. Et c'est beaucoup d'argent qui... on peut aussi les affecter. Si, à des constructions des écoles, on peut avoir beaucoup d'écoles. Mais bien entendu, cette école-là, qu'on dit que ça sera une école sophistiquée. Il y a même Mutobodi Kembe qui venait de construire une école là-bas à Mbujimayi, avec beaucoup de salles de classe. Qui a coûté combien? Je ne sais pas moi, mais ça, les 3 600 000, c'est beaucoup. Ça, il faut qu'on se le dise, mais je crois ceux qui exécutent les travaux doivent amener les pièces de conviction. Et comme il y a des doutes, désormais, nous avons quand même celui qui fait les patrouilles financiers, c'est l'IGF, et nous avons la justice, nous avons les cours de compte qui doivent accompagner cette action. L'IGF qui est critiqué de vouloir épargner le gestionnaire venant de l'UDPS. Je crois qu'il doit justifier, lui, l'IGF doit être le gendarme. Il doit faire sentir les léviathans du pouvoir à ce qui concerne l'orthodoxie de la gestion financière en République démocratique du Congo. Que ce soit quelqu'un de l'UDPS. D'ailleurs, celui de l'UDPS est appelé à être un modèle. Mais si l'IGF se comporte comme un chapeau ou qu'est-ce que je peux dire, comme un bouclier pour un membre de l'UDPS qui est reproché de la malversation financière, je crois qu'il aurait péché même par sa propre personne. Nous tous, nous sommes égaux. L'UDPS n'est pas extra. Nous sommes un parti politique. Il y a des intelligences, les gens capables de relever les défis. Mais quand on dit relever les défis, c'est respecter. C'est un fait privé. Oui, c'est un fait privé, mais c'est là où on puise aussi les gens qui viennent dans les institutions. Et bien entendu, nous sommes dans le devoir de donner le meilleur de nous-mêmes et qu'on soit le modèle. Et non qu'on soit de ceux qui vont peut-être jeter ce discrédit, n'est-ce pas, à notre parti, qui est un parti cher au peuple congolais. Je crois que ce n'est pas le cas. Et donc, nous, de l'UDPS, nous devons être les modèles. Vous êtes communicant du chef de l'État, vous entendez tous ces murmures dans la société, dans l'opinion, où les conseillers du chef de l'État, parfois, se comportent en gang, dans la cité, à travers des bars, même dans des faits privés. Il y a des bagarres qui sont mises dans les réseaux sociaux. On regarde, ce sont des conseillers, de grands conseillers, parfois des conseillers principaux du chef de l'État. Vous ne trouvez pas que ça diminue un peu l'action du pouvoir? Bon, les gens qui veulent nuire, ils ne peuvent que se comporter à ce sens. Parce que moi, je ne sais pas si un conseiller peut accepter qu'on le filme et qu'on le balance dans les réseaux sociaux. Mais c'est lui qui a l'idée de nuire. Il prend les images et il les balance. Libre choix, c'est lui qui fait ce choix-là. Mais si vous aimez le président de la République, si vous vous dites vraiment, je suis en train d'accompagner le chef de l'État, on ne peut pas se comporter de la sorte. Ça, à ceux qui balancent. Maintenant, à ceux qui posent les actes, à chaque fois, à eux-mêmes, ils doivent comprendre qu'ils représentent le président de la République partout où ils sont. Alors, certains comportements, quand tu vois qu'il y a une mésentente entre les amis, la seule des choses, c'est de revêtir, n'est-ce pas, la veste d'un homme d'État et de se dire, ok, comme il y a une incompréhension, qu'on essaie quand même... Peut-être ils se disent, bon écoutez, nous sommes dans les affaires privées, nous sommes dans les sports. Oui, dans les affaires, oui. Mais quand l'opinion regarde, on voit, celui-là c'est un conseiller principal, c'est un conseiller du chef d'État. Non, il y a une certaine éthique quand même à tenir compte. C'est ce que je dis. Il y a des gens qui ont la volonté de nuire. Tous ceux qui sont tout autour du président, tous ceux qui ont une ramification au chef, ils veulent balancer les images pour les discrédits. Mais bien entendu, ce n'est pas la volonté de celui qu'on a filmé. Mais vous l'avez fait par votre propre conviction. Et à cela, nous ne pouvons que demander à tous ceux qui ont des casquettes, tous ceux qui ont des responsabilités dans ce pays, et tous ceux qui ont des ramifications au président de la République,
ils doivent comprendre que l'honneur du président dépend aussi de leur comportement. Tout comme on peut dire, la réussite d'un chef, d'un responsable, dépend aussi de la qualité de ses collaborateurs. Mais le chef de l'État est au courant de tout ce qui est ses collaborateurs, certaines bourdes parfois, mais il ne réagit pas, qu'il ne du mot consent. Est-ce qu'ils sont irremplaçables? Il est le plus informé de la République. Il est informé à temps réel. Et il sait à quel moment il doit poser un acte ou il doit sanctionner. Ce n'est pas à nous. J'ai vu des gens faire des discussions. Non, tu vas dans les discours du chef de l'État, il fallait qu'il parle comme ça. Moi, j'ai dit, mon frère ami, donc le président devait prendre ce que toi tu penses dans ta tête pour qu'il parle. Soyons cohérents. Tellement qu'on est devenus les nosologues, nous les Congolais, bon, on ne peut qu'assister à ce que nous sommes en train d'assister. Mais je sais, il y a un objectif. Le président sait. Il est le président des Congolais. Il y a des priorités dans ces pays. Parfois, il minimise certaines choses qui ne vont pas nous amener le bonheur de notre peuple et il prend de la hauteur tout en définissant des objectifs dignes pour le bonheur de notre peuple. Alors, la grande annonce pendant tous ces périples au niveau du Grand Kassai, le développement à la base, avec le projet au niveau du développement à la base, avec les 145 territoires. Comment jugez-vous ce projet? Parce que, bon, y a-t-il des moyens nécessaires, conséquents, pour le développement des 145 territoires? Est-ce qu'il y a des moyens disponibilisés? Le budget en tient compte? Toutes les questions que l'on peut poser, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas que demain, que ça devienne encore des promesses ratées. Vous savez, c'est un projet phare. Après la gratuité de l'enseignement, c'est le développement de nos territoires. Et chaque territoire sera responsable. Et le gouvernement s'y attelle pour mettre les moyens conséquents justement pour la réalisation de ce projet. C'est un projet gigantesque, c'est un projet que nous encourageons tous, c'est un projet qui va développer la base. Assez de moyens, hein? Vous dites? Pas assez de moyens. Comment pas assez de moyens? Il y a les moyens. Et on a donné combien dans le budget par territoire? Il y a déjà. Dans le cadre de ces projets-là, bon, parce que si on a 5 millions par exemple dans chaque territoire, ou même 10 millions, je ne pense pas que ça soit vraiment des moyens conséquents pour le développement. Non, qu'est-ce que vous appelez le développement? Il faut avoir des bâtiments administratifs, il faut avoir des hôpitaux, il faut avoir des routes. Il faut avoir des routes, mais oui. Et mais bien entendu, chaque territoire, comment on peut construire, la route coûte combien? Non, attends, il y a des routes qui nécessitent justement le cantonnage. Ce n'est pas le bitume, les cantonnages. Et les territoires sont reliés entre eux. Et à cela, c'est un développement qu'il faut vraiment impulser, il faut aimer que ça soit ainsi. Mais ce qui est important, c'est les infrastructures. Il faut avoir des écoles, il faut avoir des hôpitaux dignes, il faut avoir des bâtiments administratifs. Le problème, c'est la gestion. Qui va gérer ces fonds-là? Parce mais que là-bas, parfois, tout ce que le chef de l'État est en train de mettre en place, il y a toujours, quelque part, on détourne. Tel projet, le projet 100 jours, il y a eu des détournements. Tigelé-où, on sent déjà des détournements. Bon, finalement, tout ce que l'on investit, il y a toujours des personnes qui sont autour du chef d'État pendant que le chef d'État est en train de combattre la corruption, mais il y a quand même certaines personnes qui ont ce courage-là de continuer à détourner. Je crois que ça sera responsabilisé au niveau de la base. Nous avons un gouvernement. Dans le gouvernement, nous avons chaque ministre qui a un secteur de la vie, mais la territoriale, avec le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur qui est en collaboration avec le gouvernement. Le gouverneur sont en collaboration avec le maire, les maires et les chefs de tous ces territoires. Les administrateurs du territoire. Oui, les administrateurs du territoire. Ça sera une suite logique. Et tout celui qui va s'écarter de cette logique, je crois qu'il sera pris la main dans les sacs. Il faut toujours mettre les gens devant leurs responsabilités. Il ne faut pas avoir toujours les soupçons de taxer les uns et les autres. Mettez les gens dans leurs responsabilités. S'ils détournent, en tout cas, tous les territoires attendent. Hein? En tout cas, tout le monde est en train d'attendre. D'ailleurs, ça sera... En tout cas, déjà, nous sommes en 2022. Normalement, on doit commencer... Non, on va lancer ça au mois de mars. On va lancer officiellement. Et quand on lance, on met les moyens pour le décollage de ces 145 territoires. C'est un bon projet. Alors, nous allons quand même boucler ces chapitres parce que nous allons vers la fin de l'émission. Nous allons boucler ces chapitres de cette itinérance du chef de l'État au niveau du Grand Kassai. Qu'est-ce que l'on peut retenir en gros? On peut retenir que le président a compris la réalité parce que lui-même il était sur le terrain. C'est important.
Et merci, nous savons que dès le retour du président de la République à Kinshasa, il y aura des mesures idoines par rapport à tout ce que lui, il a constaté sur le terrain. Et pourquoi pas, les gens aussi tireront toutes les conséquences sur tous ceux qui se sont livrés dans le détournement, dans de malversations financières. Je crois qu'eux aussi, ils auront leur gain par rapport au comportement qu'ils ont posé à la République. Alors, nous sommes encore à la période des fêtes. Vous savez, la polémique de cette fin d'année était cette histoire des chinchards qui ont été importés par le gouvernement. Mais en dehors de cela, nous avons fait un constat qu'il y a eu beaucoup, en dehors de poissons, il y a d'autres produits alimentaires qui ont grimpé des prix. D'abord, avant, on disait que voilà, le prix augmente parce qu'il y a les dollars qui bougent. Depuis quelque temps, le dollar est stable, mais les commerçants, en tout cas, changent quand même de prix de jour en jour. Quelque chose qui coûtait, par exemple, un montant qui était équivalent à 10 dollars, vous y allez 3 mois, 4 mois, 5 mois après, c'est maintenant 20 dollars, en francs toujours. En tout cas, est-ce que le ministre de l'économie est-il dépassé pour réglementer cette histoire de prix sur le marché? Ça, c'est la deuxième question, parce que la première question, c'était votre appréciation par rapport à ces chinchards qui a fait de polémiques ici. Est-ce que c'est la meilleure politique ou alors seulement investir pour qu'on ait des bateaux de pêche pour que nous puissions manger nos propres poissons? Merci beaucoup pour la question. Premièrement, nous devons rappeler à l'ensemble de notre peuple que l'État n'est pas là commerçant. L'État a juste voulu démontrer aux importateurs que c'était important qu'ils puissent se conformer par rapport à la structure de prix. Bien entendu, ils ont eu à présenter un peu de résistance, mais l'État leur a démontré qu'il y a possibilité de vendre le poisson au prix fixé par l'État. C'est pourquoi l'État a ramené ça ici. Et ceux qui ont vendu, ce sont les gens, nos compatriotes, qui d'ailleurs ont été... il y a certains d'entre eux qu'on avait ravi la licence, n'est-ce pas, d'importation. On les a retournés et on leur avait donné la responsabilité de la distribution de ces lots pour le bonheur de notre peuple. Si notre peuple mange, c'est ça la joie. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut... Et on va encore attendre la fin de l'année 2022. Ce n'est pas la fin de l'année d'ailleurs. Il y a le deuxième lot qui viendra d'ailleurs. C'est un lot qui va nous aider peut-être pour 4 mois peut-être. Il y avait que 1000 et quelques qui est arrivé. Mais ce n'est pas toujours une solution définitive. Attends, il y a 10 000 qui arrivent. Mais chacun doit faire son travail. L'État n'est pas là pour vendre l'impiodi. Il y a les importateurs, il y a les commerçants. Que chacun joue son rôle. L'État a voulu juste les démontrer qu'ils doivent respecter la structure de prix. Ils ne peuvent pas aller au-delà. C'est possible. L'État a donné l'élément. La loi de l'offre et de la demande. Tu ne peux pas parler, tu n'as pas les objets. L'État a confronté les chinchards. Alors qu'est-ce que les chinchards? Et à cela, ils se sont conformés. Maintenant, la suite, c'est juste une conformité entre les importateurs et les structures de prix fixées par le ministère de l'économie. C'est pourquoi ici, le ministre de l'économie ne peut pas dormir dans sa chambre en train d'observer les prix grimper comme les importateurs le veulent. Non. Il doit être sur terrain. Il doit amener les inspecteurs. Au ministère de l'économie, il y a les inspecteurs qui doivent descendre sur terrain pour voir comment se comporte le prix au niveau du marché. Nous devons sentir l'état gendarme, la providence, la détermination. Être cadre, ce n'est pas un privilège. Être cadre, c'est une charge. Quand on accepte qu'on est ministre, ce n'est pas un ministre de bureau climatisé en train de signer des choses... Bon, peut-être il était préoccupé avec les chinchards, avec le prix de billets d'avion, ainsi de suite, c'est bon. Mais en tout cas, il faut qu'il se rende compte que l'an 2021, si on compare les prix qu'on avait au 1er janvier 2021 et puis au 1er janvier 2022, beaucoup de choses ont doublé, ont triplé. Souvent, moi, j'ai l'habitude aussi d'aller au marché, mais malheureusement, la Cadeco ne m'a pas permis d'aller au marché. Je n'avais aucun rond, même ma femme n'est pas partie au marché, parce que la Cadeco n'a pas compris les sens de la vie. Mais c'est vous les administrateurs, c'est vous qui décidez. Non, je ne décide rien. Je donne les orientations, c'est lui qui décide si la gestion, même pour le paiement. Comité de gestion. Oui, il y a là, donc les gens là, ils se sont comportés à des pots en temps.
des hommes durs. Et c'est comme si nous étions partis à la Cadeco pour faire un voyage de villégiature. Je suis désolé, mais malheureusement, nous avons survécu parce que nous avons aussi des amis. Mais moi, aller au marché, je ne connais pas. Je n'ai eu aucun rang, que ce soit de la Cadeco ou quoi. Donc, je vis normalement, et puis avec ma femme. Et si les prix ont dégringolé ou les prix ont augmenté, là, il faut faire appel au ministre de l'économie. Il n'est pas ministre pour les chanchards seulement, la réglementation. Nous sommes dans un état nous sommes et arrivés tout à la doit fin de être l'émission. réglementé. En tout cas, vous avez 10 secondes pour clôturer l'émission. J'aime la République démocratique du Congo, j'aime les autorités, j'aime le président Félix Tshisekedi. Parce que je sais qu'il est le seul, l'alternative crédible de l'alternance dans notre pays. Après le Grand Kassai, ça sera où? D'autres provinces? Je crois qu'on doit encore revoir l'agenda du chef. Jusque-là, on n'a pas encore dit. Mais il va quand même aller dans d'autres provinces. Mais je pense qu'il peut être déjà au Maniema, chez moi. Donc déjà, j'annonce. Et donc, soyez rassurés. Il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Voilà. Le président de la République va effectuer Nous toutes sommes les arrivés à la provinces fin de l'émission, cher Amici Adolphe. Je vous remercie Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi en tant qu'une première personne à participer à cette émission. Merci également à vous tous qui avez suivi cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Mes meilleurs voeux une fois de plus et bonne année 2022. Nous croyons que 2022 sera porteur de bonheur et de paix. Inch'Allah.